La rentrée scolaire qui s'approche, nous on tourne ce numéro à la fin de l'année scolaire, tout au début des vacances, et on se pose avec l'équipe de Motif, on s'est posé la question s'il y a des gestes, s'il existe des gestes qui peuvent faciliter le déroulement de l'année scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien démarrer l'année scolaire? Et pour parler de ce sujet, on a aujourd'hui deux invités. C'est Viviane Luthi et Caroline Mayer. Viviane Luthi, elle est maîtresse d'école en Suisse pour les années 3 et 4, c'est-à-dire 6-8 ans. Et puis Caroline Mayer, elle a aussi beaucoup enseigné. J'ai encore une matinée dans une classe de 3-4 P, mais j'enseigne plus autant qu'avant parce que j'ai un autre mandat qui est l'accompagnement au développement professionnel des enseignants sur la région de la Riviera, sur 8 établissements de la Riviera. Mm-hmm. Voilà, donc tu accompagnes les professionnels de l'enseignement en milieu scolaire à l'État de Vaud. Oui. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ma première question, est-ce qu'il y a une erreur que les parents font au début de l'année scolaire? Comment est-ce que les parents peuvent mieux accompagner leurs enfants pour bien passer l'année? Mais sur quel niveau? Ça veut dire qu'il y a différents niveaux. Ça veut dire qu'il y a, pour préparer un enfant à l'école, est-ce que c'est vraiment des choses au niveau scolaire ou au niveau compétences transversales? La question, elle porte sur quoi? Je me pose la question, est-ce que les premiers jours, les premières semaines, le début de l'année scolaire, est-ce que ça définit comment l'année va se dérouler ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, ce que je pense, c'est qu'au début, ce qu'on fait essentiellement dans les classes, c'est qu'on crée le climat de classe. Mm-hmm. Ça veut dire que nous, en tant que professionnels et avec les enfants, les premiers mois, on dit souvent jusqu'aux vacances d'automne pour les petits, on passe beaucoup de temps à créer un climat, à apprendre tout ce qui est les rituels, tout ce qui est le fonctionnement d'une classe, travailler ensemble, réfléchir ensemble, les règles de vie qu'on construit avec eux. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on fait. Et puis pour moi, les parents, le rôle principal, ce serait vraiment de passer ce relais et puis d'arriver à faire que l'enfant il se réjouisse de venir à l'école et puis d'être un peu un relais ou un interlocuteur pour l'enseignant. Mais l'idée, c'est pas qu'il prépare l'enfant à venir à l'école en essayant déjà de lui amener des compétences scolaires. Viviane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Caroline. Ce que j'ajouterais, c'est, moi, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est ce que j'ai remarqué dans mon enseignement, mon expérience, c'est des parents qui font beaucoup stresser les enfants. Tu verras surtout en 3P, les années qu'on a, il y a les évaluations, les notes qui commencent. Et alors, ils les font stresser, tu verras, il faut bien travailler, sinon... ils leur font un peu des menaces comme ça. Donc moi, ce que je dirais, c'est vraiment pas stresser l'enfant, vraiment l'aider à passer ce cap, ce début, ce choc des 7 semaines de vacances après l'école qui commence. Vraiment tout en douceur. Nous, c'est notre travail d'accompagner les enfants, on y va tranquillement. Et juste que l'enfant puisse passer de la maison à l'école sans stresser, en fait, sans qu'ils mettent une pression sur eux. Et en tant que parent, comment est-ce qu'on peut le faire concrètement? Les aider à passer ce cap? Les préparer en leur disant voilà comment ça va se passer, et puis montrer qu'on fait confiance à l'enseignant, l'enseignante, verbaliser beaucoup de choses. C'est normal, tu auras un petit peu peur, tu connais pas ta maîtresse ou ton maître, tu connais pas les copains, copines, mais ne t'inquiète pas, vraiment bien dire, et puis il y a des évaluations, c'est vrai, mais t'inquiète pas, t'es encore dans une petite classe, ça va aller vraiment bien, poser des mots pour faire retomber cette pression que les enfants sentent que les parents leur mettent. Puis aussi, ce qui est souvent proposé, c'est que le premier jour d'école, le parent il peut venir en classe avec son enfant. Et puis ça, c'est aussi un moment qui permet à l'enfant de voir dans le même lieu ses parents ou son parent et l'enseignante, et puis de vivre souvent un moment commun. Et puis ensuite de pouvoir rentrer à la maison. Et puis moi, je pense que ce qu'il y a aussi qui aide beaucoup, c'est que le parent ensuite demande à l'enfant de raconter sa journée, qu'il y ait vraiment un lien entre ce qui se fait à l'école
et la maison, mais à travers l'enfant aussi, qui puisse raconter les moments de la journée, ou lui demander qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu as compris, ou quelque chose qui t'a rendu fier, ou vraiment de pouvoir échanger et que l'enfant puisse raconter un petit peu sa journée d'école, comment lui, il la vit, et puis ce qu'il y vit aussi. Ce moment où les parents accompagnent l'enfant à l'école, c'est en paix, je crois, en 2P. Il y a déjà plus de moments où je me trompe. Ouais, ça dépend des enseignants. Alors en fait, alors là je dis comme ça se passe dans mon établissement. Il y a une visite, les futurs 1P, ceux qui commencent l'école pour la toute première fois, ils peuvent venir visiter leur classe. Il y a pratiquement tous les enfants qui viennent, mais il y en a quand même qui ne viennent pas, un lundi après-midi. Là, ils passent 1 heure en classe avec l'enseignante et les enfants, l'enseignant. Et puis après, l'école commence un petit peu tranquillement pour effectivement. Et là, les parents peuvent passer un petit moment, mais ils ne peuvent pas rester tout l'après-midi. Oui, ils peuvent venir monter avec l'enfant, l'accompagner, etc. En 2P aussi. Moi, en 3P et en 4P, je laisse les parents monter rapidement. Mais ça dépend. Il y a des enseignants qui n'aiment pas, qui accueillent les enfants là, dans l'école où je suis, en bas, dans le préau. Et puis en fait, ils montent juste avec les enfants, puis les parents doivent rester en bas. Mais je sais que moi, j'ai été maman aussi. Enfin, je suis toujours maman, mes enfants sont grands. Donc je trouve que c'est super important et c'est pas compliqué de les faire monter. Mais ça peut arriver que des enseignants disent non. Après, moi, j'accompagne plusieurs projets dans la région dans laquelle je travaille pour essayer de faciliter ces transitions. Okay. Et typiquement, je travaille avec, par exemple, un CVE, une crèche. Donc ça, c'est pour les enfants qui vont entrer à l'école. Et puis, on essaie de créer ces liens, de tisser ces liens aussi où les enseignantes ont préparé comme un petit document, une to-do list, que les éducateurs de la crèche ou éducatrices puissent expliquer un tout petit peu ce qui est attendu des parents et puis que finalement ils puissent avoir des réponses à certaines de leurs craintes. Il y a aussi des projets dans certains établissements où les parents peuvent venir avant l'entrée à l'école, ça veut dire avant les vacances, où ils peuvent venir avec leurs enfants, venir faire la visite de l'école pour que l'enfant puisse se représenter ce que c'est ce bâtiment, observer les classes. Mais c'est des projets qui ne sont pas forcément uniformisés, mais il y a vraiment une volonté dans chaque établissement, ça fait partie d'ailleurs du concept 360, de créer ces ponts et de faciliter les transitions entre l'école, la famille, entre la crèche, l'école, entre les cycles d'école. Et toutes ces transitions, elles sont importantes à construire. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, le parent, il est de moins en moins sollicité ou amené à venir en classe. Par contre, quand même, il y a beaucoup d'enseignants de 3P, comme c'est quand même un saut important, la 1, 2, la 3P, qui accueillent le parent quand même en classe, mais à un moment. Et c'est vrai que c'est plus comme en 1P, où finalement le parent, il est beaucoup plus engagé parce que l'enfant est vraiment encore petit. Il y en a qui n'ont jamais quitté la maison, qui n'ont pas été dans des structures d'accueil. Donc ça, c'est aussi facilitant. Mais il y a pas mal de projets qui se font, et puis ça peut être assez différent, comme disait Viviane, d'une enseignante à l'autre, ou d'un bâtiment à l'autre, d'une école à l'autre. Mais je pense plus il y a des ponts qui se font entre les différentes personnes qui sont autour de l'enfant, plus l'enfant va se sentir en sécurité, en fait. Oui, ok. Donc, moi, en tant que maman, je vois votre réponse concerne surtout le début de scolarité. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les enfants un tout petit peu plus âgés. Typiquement, par exemple, si l'enfant a déjà fait le 3P et il sait déjà que l'école, c'est pas seulement jouer et travailler sous forme ludique, mais c'est aussi des notes, des tests et un examen à la fin. Donc, quand on commence la 4P, l'enfant, il sait et les parents savent qu'il y a déjà les examens cantonaux qui arrivent à la fin. Moi, je te coupe, c'est pas des examens, hein. Justement. Les épreuves, ok. C'est des épreuves cantonales de référence qui ne comptent absolument pour rien du tout. C'est-à-dire que ça compte ni comme une note, ni pour passer l'année, rien du tout. C'est vraiment juste une référence pour voir où les enfants sont positionnés. Mais ça compte pas en 4P, comme tu parlais de la 4P. Je crois que c'est noté sauf erreur, dans le carnet, que cette note, elle est prise en compte pour la promotion, ou elle peut être prise en compte pour la promotion. C'est une indication, effectivement. Oui, ça nous indique, mais elle ne compte pas. C'est vrai qu'un enfant qui a fait PA aux ECR, comme c'est des appréciations,
eh ben, ça peut nous indiquer qu'effectivement, il n'est pas prêt pour aller en 5e. Mais ça compte rien du tout. Ouais. Ça compte pour la promotion pour les cas limites. Ça veut dire que quand un enfant il n'a pas atteint les objectifs pour pouvoir passer l'année suivante, ben, on va pouvoir regarder au niveau des épreuves cantonales de référence si finalement il a bien réussi. Ben, on va se dire, ah ben, c'est un indicateur qui dit, bon ben, ok, on peut se donner... prendre le risque, c'est pas vraiment un risque, mais se dire il peut passer l'année suivante. Par contre, si il est qu'à limite et que l'épreuve cantonale de référence est vraiment mauvaise, on va se dire peut-être que c'est bien qu'il reste encore une année dans le cycle dans lequel il est. Après, les épreuves cantonales de référence, au départ, c'était plus en lien avec les normes PISA pour pouvoir évaluer plus le niveau de tous les enfants en Suisse et aussi avoir une uniformité pour qu'il n'y ait pas trop de disparités cantonales. Mais dans les différents endroits, mais au départ, oui, effectivement, quand l'enfant avance dans les années, il peut y avoir un peu ce stress de la note, il peut y avoir un peu... Mais des fois, c'est plus le stress, comme disait Viviane avant, du parent que de l'enfant. Puis pour moi, le rôle du parent, ce serait vraiment de lui rester absolument dans le ludique. Ça veut dire que s'il veut accompagner son enfant, c'est pas son rôle à lui de faire les devoirs avec l'enfant, d'être le répétiteur. Il peut accompagner, mais moi je pense plus il va rester dans, si on parle dans les petits degrés où on est apprendre à lire, plus lui il va rester dans, on apprend à lire mais en faisant des recettes, on apprend à lire en lisant des livres, on joue ensemble. Je pense que c'est plus bénéfique que si le parent il attend tous les jours son enfant pour faire le vocabulaire. Moi je l'ai vécu en tant que maman avec un enfant qui avait c'était pas tout simple son vocabulaire, mais ça stigmatisait notre relation dans quelque chose qui n'était pas bon, parce que finalement ça devenait mon stress et finalement beaucoup trop de choses tournaient autour de ça. Donc c'est vraiment de pouvoir être complémentaire, puis peut-être de pouvoir trouver d'autres sources si finalement l'enfant a des difficultés que le parent qui va finalement y mettre un enjeu des fois personnel. Donc là, je parle d'enfants qui ont des difficultés en l'occurrence. C'est très intéressant l'expérience que tu évoques, surtout que tu es enseignante. Et tu dis, c'était difficile d'apprendre le vocabulaire pour mon enfant, je l'ai accompagné, ça a tendu les relations. Qu'est-ce que tu as fait? Ce problématique, je connais aussi. Ce que j'ai constaté... Comment tu as réussi à sortir de ça? Mais au fait, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, même si moi j'ai des bons outils, puisque je suis enseignante, je resterai la maman de mon enfant. Donc lui, il y a des choses de moi qu'il n'avait pas envie d'entendre. Donc finalement, c'était plus... Si finalement, le lien que j'avais avec lui par rapport à ses devoirs, c'est un lien qui est plus justement de relation, ça veut dire raconte-moi ce que tu as fait ta journée, ou explique-moi, ou montre-moi ce que tu as fait, c'est différent que si on se retrouve à être le répétiteur dans quelque chose qui devient, qui se complexifie. Donc à un moment donné, j'ai délégué ça. Ça veut dire que c'est plus moi qui ai fait ça avec lui. Et encore plus quand il a grandi. C'était quel âge? Là, est-ce que c'était justement 4P? Ouais, 3, 4, 5, même 5. Puis après, à un moment donné, ça s'est vraiment rigidifié parce que les difficultés étaient présentes. Et puis finalement, moi, je me sentais en échec plus dans mon rôle d'enseignante que dans mon rôle de maman, en vrai. Et puis, ça risque d'entamer les deux. Ça risque d'entamer les deux complètement. Et puis finalement... je pense qu'il y a certains outils que j'avais qui étaient bons, et puis c'est pas qu'on doit non plus pas du tout intervenir, mais au partir du moment où ça devient, parce que typiquement, à l'époque où mon enfant était à l'école, parce qu'aujourd'hui il a 24 ans, il y avait beaucoup de vocabulaire à apprendre, de listes de mots de vocabulaire, comme il y a des problèmes en orthographe, j'avais l'impression de vivre dans un vivier de vocabulaire en fait. Parce qu'il y avait le lundi, il fallait apprendre la première liste, il fallait la dicter, voilà, puis la semaine suivante on recommençait avec le nouveau vocabulaire, la nouvelle liste. Puis finalement, le vocabulaire comptait pas pour tant que ça, puisque finalement, c'était des tests assimilés. Mais comme c'était récurrent, et là, chaque semaine, moi, j'avais l'impression que ma vie était un vocabulaire géant, en fait. Et la sienne aussi, en l'occurrence. Je sais pas, toi, ton expérience de maman. Non, moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui avaient aucune difficulté à l'école. Et je suis très reconnaissante parce que... voilà, j'aurais pas eu l'énergie, je pense, de rentrer et d'encore les aider. Donc vraiment, ça, c'est chouette. J'ai pas connu ça, mais j'ai travaillé longtemps en 5e, 6e année.
5-6, hein, PH ou H. Et puis là, c'est très très courant, les parents qui viennent nous dire c'est conflictuel, j'arrive pas à travailler avec mon enfant. Et puis très très souvent, comme disait Caroline, on dit aux parents de déléguer. Donc il y a des répétiteurs, répétitrices qui peuvent venir. S'il y a des parents qui n'ont pas les moyens, en tout cas dans le canton de Vaud, on peut trouver des subsides pour les aider. Donc des étudiants du gymnase, de l'Uni qui viennent à la maison. Dans notre établissement, on a aussi un système de mentorat. C'est des plus grands élèves du secondaire. Puis ils sont 1-1 avec les petits. C'est à partir de la 4P que les enfants peuvent s'inscrire et ils font les devoirs, ils répètent des notions, etc. Les devoirs surveillés, ça c'est un petit peu moins utile parce que c'est juste de la surveillance. Mais oui, déléguer, c'est indispensable, vraiment. Ouais. Ou des grands-mamans qui habitent dans le même immeuble et puis qui peuvent répéter avec les enfants, etc. Ouais. Ok, très intéressant. Mais en tout cas, merci de parler de cette expérience parce que moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Et je pense nos auditrices, auditeurs, ça va leur parler aussi parce que cette histoire de vocabulaire, ça torture beaucoup de gens, je trouve. Et si on... Oui. Mais aujourd'hui, en lien avec le vocabulaire, il y a des nouvelles recommandations suite à l'avènement des neurosciences, enfin avec la compréhension. Et puis le département donne des nouvelles recommandations qui dit qu'on devrait moins apprendre les listes de mots comme ça. Ça devrait être contextualisé, ça devrait faire sens. Moi, au début que j'enseignais, parce que moi j'ai enseigné en 3-4 pendant longtemps, on faisait ces listes, mais on les faisait thématiques, par exemple. Alors on disait, on apprend les jours de la semaine. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà. Mais au fait, c'est une aberration, parce qu'au fait, orthographiquement, ces mots n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis on confond vocabulaire et orthographe. Donc apprendre un lexique de mots, et pour enrichir son vocabulaire, c'est une chose. Puis apprendre l'orthographe des mots, c'est autre chose. Et puis après, avec le temps, on a appris que ça faisait plus de sens d'apprendre peut-être des mots qui avaient un son en commun, et puis on travaille un son pour pouvoir travailler, par exemple, le son S, et puis on apprend des mots qui ont le son S, et ça donne plus de facilité pour apprendre les mots, que si on doit apprendre des mots qui sont liés à une histoire qu'on a lue, ou à une thématique, et puis tous les mots ont une complexité. Et puis j'avais travaillé aussi avec une personne qui est référente pour les dyslexiques, puis qui expliquait justement que quand on construit un vocabulaire, on doit vraiment regarder combien il y a de mots qui n'ont aucune difficulté, comme ami, versus combien de mots ont une difficulté, parce que finalement, parfois, sans s'en rendre compte, nous, en tant qu'enseignants, on met dans un vocabulaire que des mots qui ont des difficultés. Exactement. Donc, c'est vraiment aussi de pouvoir réfléchir à ça, puis de faire que l'orthographe ou l'apprentissage de l'orthographe puisse faire sens, et puis qu'on puisse le relier à une règle orthographique, et puis là, on travaille l'orthographe. Et puis le vocabulaire, on travaille différemment en essayant d'élargir les mots, les jours de la semaine. Je suis entièrement d'accord avec toi. Simplement, dans la pratique, ça ne se fait pas vraiment. Moi, je fais par son. Je trouve ça tout à fait logique et tout. Je fais juste des petits mots par cœur. Je dis ça avec mes élèves de 3P. Ils ont 3 mots à apprendre du même son. Mais je vois dans la pratique que les enseignants gardent leur thème. Le thème des objets de l'école, le thème de la rentrée, le thème des animaux de la ferme. Et il n'y a aucun sens, je suis d'accord. Voilà, on a plein de recommandations, mais il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne les appliquent pas. Style le vocabulaire en 5-6, en allemand, pardon. On ne devrait pas faire du vocabulaire, ça ne sert à rien, ça a été prouvé que ça ne sert à rien d'apprendre des mots par cœur, mais dans la réalité, ça se fait quand même. Puis après l'anglais qui s'ajoute. Voilà, c'est pareil. Et l'anglais, on ne doit pas faire non plus, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est les profs qui aiment donner des devoirs comme ça, ou ils ont toujours fait comme ça, donc ils ne veulent pas changer, donc voilà. Mais c'est vrai que plus les années passent, ma fille vient de finir sa 11e, donc elle avait l'anglais, l'allemand, l'italien, parce qu'elle avait pris l'italien en option spécifique alors qu'elle n'est pas de langue italienne, et puis l'allemand. Donc il y avait aussi le français, et ça donnait des choses à apprendre par semaine qui sont gigantesques. Puis on travaille vraiment la mémoire à court terme. Ouais. Et puis c'est là où finalement ça ne fait pas vraiment de sens. Si on travaille à travers une règle d'orthographe, on comprend quelque chose. Tandis que si on travaille la mémoire à court terme en apprenant des listes de mots, on sait très bien que le cerveau il retient que 13%, je crois. Et attends, le gymnase, tu vas voir. Le gymnase, l'allemand, les livres, je pense qu'ils sont toujours les mêmes que j'avais il y a longtemps. Vous mettez les couleurs pour se rappeler de Berdidas, tu verras, je sais pas si elle va au gymnase. Elle ne veut pas aller au gymnase. Ah bon, là, elle a raison. Parce que c'est une place d'apprentissage. Ah, celle-là, voilà, ok.
Mais voilà, maintenant, si on prend cette situation, moi j'ai 3 enfants, et puis si je sais que voilà, il y a certaines choses qui se passent pas comme on voudrait, moi je sais déjà que l'année scolaire, c'est pas forcément que du plaisir. Les enfants le savent aussi. Qu'est-ce que je peux faire en tant que maman au début? Parce que si c'est en P2P, ça se passe tout seul, enfin, d'après mes expériences. Mais quand ça se complique, et puis l'enfant il sait déjà que l'école c'est souvent justement des listes de mots, des devoirs, des tests, des stress et des examens enfin, pour après. En 6P, 8P, en plus en 8P c'est décisif. Donc voilà, quand on est dans la famille, on sait déjà que l'école c'est sérieux. Les notes c'est sérieux, les devoirs c'est sérieux, tout ça c'est sérieux. Au début de l'année scolaire, avant la rentrée, comment soutenir son enfant? Est-ce que ça vaut la peine de gentiment travailler avec lui ou lui donner des petits exercices à faire ou surtout pas? Surtout pas, moi je te dis. Alors moi, alors je dis, bah, après tu dis. Alors, je trouve que ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants qui sont pas de langue maternelle française, ils passent 7 semaines à parler la langue. Moi j'ai un petit garçon par exemple, sa maman elle est tchèque. Il va parler 7 semaines le tchèque, qui est une super langue certainement, mais quand il va revenir à l'école, il aura régressé. Et ce que je conseille souvent à ces familles, si elle peut, peut-être qu'elle part toutes les vacances dans son pays, mais c'est d'inscrire dans les activités de la commune, ou faire des petits exercices avec lui, ou travailler, là je parle vraiment de la langue, le français, mais faire quelques petits exercices, parce que les enfants qui ont quelques petites difficultés et qui en plus ne parlent pas le français à la maison, dans les petites classes, après en revenant, pour moi ils ont régressé. Alors moi, je te rejoins par rapport à ça, mais je voulais dire surtout pas, il faut pas, moi je suis pas tellement pour, même si je l'ai fait, acheter les chlorophylles ou enfin, ils font les cahiers de vacances pendant les vacances, ils en peuvent plus en fait. Ce serait de pouvoir essayer de travailler avec un autre support que la 2D et puis de se dire, voilà, on fait pas des fiches pendant les vacances. Par contre, oui, il y a plein de manières de pouvoir travailler avec lui ou de pas. Voilà, on peut faire travailler le calcul oral dans la voiture, on faisait avec les plaques de voiture, on faisait les livrets, enfin, on peut faire des choses, mais que ça reste quelque chose de ludique. Moi, c'est pas. Au fait, moi, je pense qu'on peut pas préparer un enfant à travailler ou à l'effort, dans le sens où, au moment où il se mettra sur une table pour pouvoir étudier, mais peut-être que de nous, en tant que parents, de continuer d'apprendre des choses avec lui ou de lui faire apprendre des choses, mais peut-être sur un autre format. Bah justement, alors, moi je suis d'accord avec toi. Moi je l'ai fait aussi avec mes enfants. Je suis enseignante, mais il y a beaucoup de parents qui n'ont aucune idée de quoi faire comme petit jeu pour stimuler les enfants. Ouais. Toi, tu auras l'idée d'aller au marché et puis de regarder les légumes, de dire les noms, de trouver, enfin voilà, de leur apprendre plein de mots de lexique comme ça, de faire une recette, d'apprendre à calculer, etc., des grammes, j'en sais rien. Mais il y a des parents qui ont zéro idée. Donc les livres Chlorophyllou, je ne sais pas ce qui existe maintenant, on ne va pas donner de nom, mais voilà. Moi je trouve que ça peut être super. Alors il ne faut pas le faire en entier ni rien, mais choisir quelques pages. Je pense que ça peut un petit peu aider, surtout pour les enfants qui ont un petit peu plus de peine. Parce que voilà, ils parlent pas bien le français ou qui ont fini l'année limite. Moi, j'ai conseillé à des parents, j'ai envoyé les photos de ces petits livres pour travailler à la maison, d'acheter, de faire un petit peu, pour leur donner un peu des idées de quoi faire à la maison. Après, moi, je trouve que ça pose une question de fond. Ça veut dire que normalement, c'est le travail. En tout cas, pour moi, dans les cycles 1 et 2, ce travail, ils le font à l'école. Si un enfant il doit travailler pendant toutes les vacances scolaires pour pouvoir avoir le niveau attendu, moi ça me questionne sur d'autres choses aussi. Pour moi, on devrait, mais même quand l'enfant il a démarré l'année, ce serait de se dire tu étudies 1 heure par jour, pas plus. De toute façon, le cerveau il ne peut pas apprendre plus que 1 heure par jour. Donc, une heure de suite? Non, moi je parle souvent du Pomodoro. On dit c'est la méthode Pomodoro comme la tomate, où on dit l'enfant il doit travailler 20 minutes de concentration, puis ensuite il a un moment où il peut faire une activité ou quelque chose de plaisir, ou aller manger quelque chose, etc. Combien de temps à peu près On dit 20 minutes, puis après peut-être 5-10 minutes, puis après il pourrait retravailler 20 minutes. Mais en vrai, le cerveau, il ne peut pas travailler plus longtemps que ça. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on se retrouve à faire que l'enfant doit travailler beaucoup plus longtemps que ça, c'est qu'on se retrouve devant des difficultés parce que
Après, je ne parle pas de quand on est à l'université, bien sûr. Non, on Mais je parle dans les petites classes. Obligatoires. Oui, alors moi je prends l'exemple, j'ai 2 exemples en tête d'enfants qui ont fini la 2P dans notre établissement et qui n'avaient vraiment pas du tout atteint les objectifs. Et les enseignantes ont proposé, ont dit aux parents, on pense que c'est bien qu'ils soient maintenus en 2P. Mais les parents peuvent refuser parce que c'est pas la fin du cycle. Et ils ont refusé. Et du coup, elles sont très inquiètes pour le passage en 3P. Voilà. Du coup, c'est à eux que j'ai envoyé, franchement, il y a 95% de chances qu'ils ne fassent pas du tout ce que j'ai conseillé, ni les inscrire à des activités de la commune, des ateliers créatifs ou faire les livres chlorophyllou. Mais pour ces enfants-là, il y aurait besoin de temps en temps, une fois par semaine, 10 minutes, à la place de regarder un écran, de faire un petit, de faire un petit peu, je sais pas, de colorier des lettres ou de trouver les mots qui chantent A ou comme ça. Mais là, parce que moi je travaille dans un quartier où il y a beaucoup d'allophonie, pour moi on est sur une autre problématique. Ça veut dire si on est face à des enfants qui ne parlent pas bien le français parce qu'ils sont allophones et parce qu'ils ne parlent pas le français à la maison, on se retrouve avec vraiment un besoin que l'enfant apprenne assez rapidement le français pour pouvoir être intégré dans la classe et puis pouvoir comprendre ce qui s'y dit et puis pouvoir... Ça, je pense que c'est essentiel. Après, normalement, un enfant qui n'a pas de problème d'allophonie et de langue française arrive à suivre le programme scolaire, en tout cas dans les petites classes, sans devoir travailler en plus à la maison. Si je sais que mon enfant il a déjà eu de la peine l'année passée, surtout si on n'est pas dans les petites classes, mais quelque part au milieu, 6, 7 P, si je sais que c'était déjà juste ou s'il y a eu des problèmes, comment est-ce que je dois faire ? Il y a plusieurs possibilités. Moi, je l'ai vraiment vécu avec mes 2 enfants à d'autres moments de leur vie. Il y a eu des fois où on a essayé de travailler pendant l'été, mais je pense que c'était compliqué. Il y a des fois où on se dit, effectivement, c'est quoi le projet de mon enfant par rapport à l'école aussi ? Est-ce qu'il y a certaines difficultés ? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour que finalement, ça veut dire, par exemple, s'il a des livres à lire ou s'il y a des choses... Moi, je pense travailler autour de la lecture, ça c'est important. Si un enfant lit ou peut lire le plus possible et comprendre ce qu'il lit, ça touche presque toutes les matières, en fait. Si on a des difficultés à lire, à comprendre ce qu'on lit, on se retrouve assez vite coincé parce que les mathématiques, c'est la même chose, la géographie, c'est la même chose, l'histoire, c'est la même chose. Donc, on peut être très, très, très vite embêté si on a vraiment des problèmes à lire et à comprendre ce qu'on lit. Donc, vraiment, moi, je dirais vraiment lire, ou lire avec lui, ou le faire lire le plus possible, même si pour certains enfants, c'est compliqué, mais que ça devienne plus un réflexe et fluide, la lecture. Oui, aussi une autre idée, ce serait de, si le parent peut lire en français, lire un texte, soit le parent lit à l'enfant s'il a un peu des difficultés, soit ils lisent ensemble, comme tu disais Caroline, puis ensuite poser des questions. Mais qu'est-ce que des inférences ? Ça, c'est très important de travailler parce que la compréhension, c'est vraiment... Un enfant peut très bien lire, mais ne comprend pas et ne retient pas ce qu'il a lu. Et ça peut être embêtant. Pour nos auditrices, auditeurs, les inférences. C'est-à-dire comprendre les messages cachés dans un texte. Reformuler, voilà, redire autrement. Ou discuter, en parler. Exactement, s'il y a une phrase, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire derrière en voyant qu'elle ouvre grand les yeux, la petite fille ouvrit grand les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire qu'elle avait peur. En fait, c'est pas écrit explicitement qu'elle a peur, mais on le comprend en lisant cette description. Lire, est-ce que ça aide aussi pour écrire ? Parce que typiquement, le plus on avance dans les ECR, justement, il faudrait écrire des petits textes. Oui, dans les nouveaux... Pardon, oui, non. Dans les nouveaux maires, les nouveaux moyens de français, il y a beaucoup de production d'écrits. Et en tout cas, en 3P, on fait pas mal de... Voilà, comme moi, je viens d'avoir toute cette année où on a fait cette nouvelle méthode. On fait beaucoup plus de production d'écrits qu'avant. Qui nous est demandé, ils écrivent des phrases, il y a des petites images, et ils doivent écrire des phrases composées, on parle déjà de la majuscule, du point. Voilà, ça apprend en fait. Il y a toujours des mots, c'est pas des mots-clés, je ne me rappelle plus comment ils disent ça. Les mots qu'on devra encoder avec les enfants qui nous sont donnés pour chaque son. Et c'est ces mots-là qu'on travaille. Et on leur fait pas apprendre par cœur, mais le fait qu'ils les travaillent, qu'ils les écrivent sur leur ardoise, dans leur cahier, ils les mémorisent en fait plus facilement. Et le plus on avance, le plus il y a d'écrits. Oui. Donc est-ce que lire, ça va aussi aider pour ça ou pas ? Ça dépend. Je crois que ça dépend des enfants.
des enfants qui ont une mémoire très visuelle, donc s'ils lisent beaucoup, ils vont avoir cette mémoire-là pour pouvoir savoir comment orthographier les mots. Puis d'autres enfants, pas forcément. Donc je pense pas forcément que ça aide pour écrire. Mais ça, c'est un avis, je crois, plus personnel. C'est pas un écrit scientifique que j'ai lu. Je suis d'accord avec toi entièrement, c'est tout à fait vrai. Ouais. Ceux qui ont des troubles 10, ce sera très difficile de mémoriser, juste en voyant le mot. Je suis pas mal d'accord avec le conseil de lire. Après, est-ce qu'il faut aussi écrire quelque chose? Est-ce que vous avez des propositions de petites activités qu'on peut faire Mais pour moi, quand à ils la sont maison, petits, c'est plus difficile. on les laisse écrire comme ils pensent. Et puis après, on leur demande de raconter. Ça veut dire que, d'ailleurs, dans les petites classes, ils font la lecture à l'adulte. Ça veut dire qu'ils disent à l'adulte ce qu'il veut qu'on écrive. Et puis après, on écrit. Puis ensuite, ils font le dessin. Ça, c'est dans les toutes petites classes. Puis gentiment, ils commencent eux-mêmes à arriver à écrire en 2 mots. On commence à arriver à déchiffrer ce qu'ils écrivent. Mais par exemple, il y a des classes qui font ce qu'on appelle les 5 au quotidien. Où ça, c'est vraiment aussi une méthode pour que l'enfant il puisse, au niveau du français, travailler l'écrit, l'oral et les différentes choses qui sont importantes dans le français. Et puis on leur fait écrire 5 minutes, mais sans du tout corriger leur orthographe. Parce que l'important, c'est aussi qu'ils aient du plaisir à écrire, puis qu'il n'y ait pas quelque chose qui les freine au départ. Et puis par après, on peut regarder le texte et y réfléchir. Mais au début, moi je pense qu'il est important, c'est qu'ils gardent ce plaisir, enfin cette envie d'écrire, sans qu'ils soient très vite face à une faute d'orthographe. L'orthographe dans les ECR de 6P et 8P, est-ce qu'elle est pénalisée? Alors, bon, comme j'ai travaillé longtemps 5-6, je vais essayer de me rappeler. Après, il faudrait voir, vérifier. Mais il me semble qu'en fait, dans la production d'écrit, l'enfant doit écrire peut-être 50 mots minimum. On doit compter les 50 mots quand on corrige. Et sur ces 50 mots, il y a il y a par exemple, il y a vraiment l'orthographe lexicale. Il y a plein d'orthographes différentes. Et puis par exemple, s'ils font entre 0 et 1 faute, ils ont tous les points. Entre 2 et 3 fautes, ils ont 2 points par exemple. Voilà, il y a un peu il y a un réservoir de points. Puis après, on enlève selon. Mais on a dit, il y a des critères très très précis sur comment on compte en fait cette orthographe. Et puis les enfants, souvent, il y a justement un réservoir de mots à côté où ils peuvent regarder pour copier les mots. En fait, si c'est des mots qu'ils ne connaissent pas, voilà, ils ne doivent pas inventer. Mais en fait, l'orthographe ne compte pas vraiment. On ne va pas compter, on ne va pas enlever plein de points, faire que l'enfant loupe les essais à cause de ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Caroline? Et puis le but final, c'est qu'un enfant puisse écrire un texte en choisissant ses propres mots. Enfin, c'est ça qui est attendu finalement comme objectif. Donc après, l'enfant, ce qu'on peut aussi l'amener à faire, c'est de choisir des mots je peux reprendre l'exemple d'amis. Peut-être qu'un enfant écrira mon copain, et puis on dira à un autre enfant, choisis des mots que tu arrives à écrire. C'est pour ça que plus ils ont un grand lexique, plus ils ont de mots en eux, plus ils vont être capables d'écrire des textes. Après, il y a quand même certaines années assez charnières, je dirais plus même dans l'école obligatoire, mais les dernières années où l'orthographe, elle est encore très importante. Elle est quand même régulièrement évaluée, même pour un travail qui n'est pas au départ de pure orthographe. Par contre, elle compte moins qu'avant, j'ai l'impression. Qu'il y a quelques années. Oui, je pense comme toi, Caroline. Ce que je voulais dire, ce qu'on regarde par exemple pour les 6e, c'est la correspondance graphème-phonème. Si un enfant a écrit camarade avec un K, par exemple, que ça joue au niveau phonème, on ne va pas compter faux. Il y a aussi ça. Voilà, alors en 4e en tout cas, oui. En 6e, tout d'un coup, je ne sais plus. Là, peut-être que je m'avance un petit peu trop. Mais... Là, maintenant, je vais vous poser des questions flash. Je vais vous proposer 2 termes et je vais vous proposer de choisir l'un ou l'autre. Talent ou travail? Talent. Travail. Se préparer ou improviser? Improviser. Se préparer. C'est chaque fois le contraire de toi, non, mais je sais pas. Écouter une histoire ou raconter une histoire? Écouter une histoire. Raconter une histoire. Livre papier, livre électronique? Papier. Papier. Ok. Accompagner un enfant, c'est le guider ou le suivre?
Moi, je dirais, ouais, c'est le guider. Mais pas le guider comme un guide de montagne qui est devant. C'est vraiment être à côté de lui pour pouvoir accompagner au plus proche de ses besoins. Donc voilà, je pense qu'il y aurait eu encore un autre terme que j'aurais Je voulu. dirais exactement comme toi. Ouais. Marcher à côté, en fait, Ouais. vraiment. Ouais. Ok. Apprendre ou découvrir à l'école ou à la maison? Les deux. Les deux. Les deux, mais dans la force des choses, la majorité des enfants de maintenant apprennent et découvrent à l'école. Ok. Malheureusement. Mhm. Quand même de plus en plus d'enfants qui sont très peu stimulés, qui sont beaucoup devant les écrans. Les parents leur parlent moins. Voilà, on ne va pas généraliser, pas tous, mais quand même beaucoup, je trouve. Qu'est-ce que les parents peuvent mieux faire? Beaucoup parler aux enfants. Parler. Beaucoup parler de tout, des émotions, de regarde cet arbre, sortir avec eux, aller dans la forêt, aller au marché comme je disais avant, s'ils connaissent pas le nom des légumes, demander, poser la question, vraiment s'intéresser, faire plein de choses de la vie quotidienne avec les enfants. Et pas les laisser assis sur le canapé devant la Et télévision. des choses intellectuelles. Est-ce qu'il faut plus visiter d'expositions, de musées, des visites comme ça? Parce que là, tu as plutôt dit dans le côté relax, forêt, émotion, vie quotidienne. Est-ce qu'il faut un tout petit peu plus forcer ce côté-là aussi? Ah oui, enfin, moi j'ai beaucoup fait ça avec mes enfants, aller voir des musées, des expos. Ben, pour moi, l'éveil à l'art et à la culture, sous toutes ses formes, aller voir des spectacles. En plus, ben, là, nous, on a la chance d'être quand même, en tout cas dans une région où il y a tellement de choses qui se passent, des spectacles, il y a des festivals, il y a ben, tout ce qui peut ouvrir l'enfant et permettre de découvrir plein de formes différentes d'art et aussi de manière d'expression. Moi, je pense que c'est Je suis d'accord, il y a plein de musées gratuits aussi. Ouais. C'est le musée d'histoire naturelle ou c'est des fois gratuit pour les enfants au très bon marché. Moi, quelque chose qui me vient, que j'ai fait pour mes enfants et je sais que ça les a beaucoup aidés, c'est la musique. Ils ont les deux joué un instrument de musique, mon fils la guitare, ma fille la flûte traversière. Et le fait d'avoir un peu cette discipline de la musique, d'apprendre le solfège et tout, je sais que ça peut les aider. Alors certains enfants qui ont un peu des difficultés, peut-être il ne faut pas non plus rajouter plein de cours, parce que ça aide pas, voilà, cette concentration, cette écoute, c'est bien. Après, les cours de musique, ça coûte cher en Suisse. Et c'est une sacrée discipline. Ouais. C'est une sacrée discipline. Ouais. Mais voilà, toi, alors moi, nous on a moins fait d'expo, nous on est plus des musiciens avec mon mari, donc c'était plus ça qui était dans nos goûts. Ils ont plus visité les expos avec ma maman, mes enfants. Mais je pense aussi selon le goût des parents, voilà, peut-être pas se forcer à aller écouter un concert d'opéra classique, mais si on aime, mais au moins un tout petit peu sortir de sa zone de confort, faire autre chose que de la trottinette au bord du lac, c'est ce que racontent les enfants tous les lundis matins. Chaque lundi matin, ils ont fait la même chose, il y a très peu de variations. Des fois, c'est un peu dommage, je trouve, de stimulation d'aller au zoo, d'aller au Grand Jet, c'est tout près d'où je travaille. C'est au bord du lac, une zone naturelle. Après moi, ben, j'avais aussi cette idée-là et mon premier enfant a fait de la musique, plus un sport. Et puis ça a moins bien marché avec ma deuxième. On se met des fois de la pression et puis ma fille, elle n'avait pas du tout envie de faire une activité artistique. Et puis finalement, voilà, j'ai pas insisté non plus. C'est vrai que des fois on a des idées, puis on met en place, puis quand ça fonctionne, on se dit, bah voilà, c'était la super idée. Mais des fois on se met beaucoup de pression aussi en tant que parent. Je trouve. Ouais. Et puis de pouvoir finalement aussi voilà, essayer de voir ce qui plaît à l'enfant, mais ça veut dire justement, de nouveau comme je disais avant, l'ouvrir aux choses que nous on aime et qu'on connaît. Effectivement, moi je ne suis pas une musicienne, donc c'est peut-être pas la première chose que j'ai amenée aussi à mes enfants. Je pense que c'est de partager nos passions et puis de vivre des expériences. Et puis finalement, je pense que quand l'enfant grandit, quand il va parler de ses souvenirs, mais même à l'école, hein, il va toujours raconter des expériences qu'il a vécues. Et puis, dans les choses qu'il a apprises, ce sera toujours à travers une expérience. Je pense que ça, c'est important. C'est pour ça qu'à l'école, je crois vraiment aussi au travail en projet, qui fait qu'un enfant, il apprend en réfléchissant différemment et en faisant quelque chose qui a du sens. En fait, il faut mettre vraiment du sens dans les apprentissages. C'est pour ça que si on va voir une exposition, si on vit des choses, on peut en parler, puis on a vécu une expérience, puis l'apprentissage, il se fait de manière beaucoup moins formelle. Et puis, voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux, mais ça veut dire qu'on apprend
sans être forcément dans une situation comme on pourrait imaginer d'apprentissage, comme on voyait les classes il y a très longtemps, on est assis avec un cahier devant nous. Mhm. J'ai une question comme ça. Moi, j'ai l'expérience en tant qu'enseignante et en tant que maman. Et je trouve qu'il y a un certain cercle vicieux et je l'ai vécu des deux côtés, je peux dire. L'école reproche souvent aux parents de ne pas faire assez, de ne pas stimuler, développer suffisamment les enfants. Et puis, je sais qu'en tant qu'enseignante, on est très limité dans les devoirs qu'on peut donner, qui ne sont pas toujours faits. Voilà, donc notre temps en classe est très limité. Et notre pouvoir est très limité aussi. Et en tant que maman, on compte beaucoup sur l'école, sur ce qui se fait à l'école. Donc il y a un peu la balle qui est renvoyée. Il y a les parents qui attendent beaucoup trop de l'école et l'école qui attend peut-être des fois aussi beaucoup trop des parents. Enfin, on a déjà commencé à parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, mon expérience de maman m'a beaucoup appris parce que j'ai justement pas eu... mon premier enfant était justement pas complètement dans le moule de l'école, de ce que j'avais imaginé. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup remise en question par rapport à ma manière d'enseigner. Et puis effectivement, aussi en tant que maman, il y a des fois où... je pense que quand on devient parent, on a peut-être beaucoup plus... d'empathie en tant qu'enseignante pour certains parents, en fait, finalement, par rapport à ce que je pouvais avoir avant d'avoir moi-même mes propres enfants et moi-même mes propres difficultés de maman. Et puis après, on se dit, chacun, des fois, fait un peu comme il peut. Puis pour moi, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir se parler, les parents et les enseignants, puis de pouvoir, chaque fois aussi, nous, adapter notre langage à la personne qu'on a en face de nous, le vécu qu'elle a, les possibilités qu'elle a. Pour moi, la relation enseignant-parent, elle est essentielle, et des deux côtés, pour pouvoir vraiment créer un partenariat. Alors, moi, à la réunion par exemple, la réunion des parents de l'année passée, début de 3P, j'ai vraiment dit aux parents, on a besoin de vous pour faire les devoirs des enfants. Avant, on en parlait avant, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi. J'ai des 3P. Là, on vient de finir les 3P, on va continuer avec les mêmes élèves en 4P. Mais au début de la 3P, assez au début, on a dit, on leur donne des petits devoirs, mais ils ont besoin de vous pour lire la consigne. Parce que même si on explique les devoirs aux enfants, quand on distribue, ils oublient tout. Voilà. Nous, on donne tous les devoirs le vendredi et ils peuvent faire le week-end, la semaine, comme ils veulent. Les parents s'organisent, mais on a besoin. Et en fait, on a aussi dit qu'on a besoin que les parents lisent, même 5 minutes. On a un livre de lecture, mes premiers pas en lecture, qui est très très bien fait, qu'on reçoit dans les réquisitions. Et c'est vraiment super. On demande aux parents si vous pouviez même lire 5 minutes. Soit lire à votre enfant, mais le faire lire. Il y a plein de niveaux dans ce livre, même des petites syllabes, etc. Donc vraiment, c'est un peu une collaboration. Mais oui, on discute beaucoup avec les parents. Ce qui est difficile en tant qu'enseignant, c'est qu'on voit qu'il y a des énormes disparités. Moi, dans ma classe, j'avais une petite fille qui lisait déjà couramment aussi bien qu'un enfant de 8-9 ans et des enfants qui déchiffraient à peine des syllabes, qui ne savaient pas les lettres. Donc, en fait, on donne plus de temps aux enfants qui ont de la peine qu'aux enfants qui lisent déjà bien. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu... on est obligé d'aider, de stimuler, de pallier à ce qui manque à la maison pour les enfants qui ont de la peine. Il y a des enfants qui connaissent pas des mots basiques, on doit tout leur expliquer, leur montrer. Puis ceux qui savent déjà tout, c'est un peu ennuyant. Donc bien sûr, on doit faire pas mal de choses. Quand je dis juste ça, moi des fois ça me fait un petit peu réagir quand j'entends des journalistes ou des parents qui disent mais c'est l'école qui doit apprendre à bien manger aux enfants, c'est l'école qui doit apprendre à gérer les écrans. Moi ça me hérisse parce que je me dis non, on a déjà assez de choses à faire, chacun son boulot. Alors on peut faire un peu d'éducation nutritionnelle, on doit en faire, mais vraiment léger. Il faut un peu partager la charge. Après, pour moi, le devoir ne devrait pas être quelque chose qui pourrait continuer de créer des écarts entre les enfants. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de discussions, de débats autour des devoirs, des projets qui sont sur donner d'autres devoirs que les mêmes devoirs à chacun. Parce que pour moi, je ne partage pas complètement mon point de vue, c'est que pour moi, un enfant qui a de la facilité devrait aussi avoir quelque chose de suffisamment compliqué pour pouvoir aussi, à certains moments, se retrouver avec des enjeux. Parce qu'autrement, les enfants qui ont de la facilité n'apprennent pas à apprendre. Mais puis, c'est de se dire, est-ce qu'on doit vraiment pouvoir compter sur le parent pour faire leurs devoirs ou pas ? Normalement pas. Enfin. Non, mais en 3P, tu es obligé, ils ne savent pas lire.
T'as pas le choix. Et puis alors, juste pour te dire, on fait des devoirs différenciés. Il y a 3 niveaux, bien sûr. Hein. C'est pas que, je voulais pas dire que la petite fille qui sait déjà lire comme un enfant de 9 ans, elle a rien. On a vraiment 3 paliers. Puis en classe aussi. Après, dans ce qui se passe réellement, on va plus aider un enfant qui a beaucoup de difficultés. Oui, bien sûr. Voilà, malheureusement, c'est ça. Mais la question des devoirs et du fait que les enfants passent tellement d'heures aux devoirs, il y a quand même une loi ou une règle qui dit qu'un enfant ne devrait pas faire, en tout cas par rapport à certains cycles, plus que 60 minutes de devoirs par semaine. Donc on est vraiment dans les 20 minutes et 15 minutes par jour quand ils sont petits. Oui, ça c'est respecté ça. Alors j'entends des parents, moi j'ai eu mes enfants qui devaient des fois travailler beaucoup plus que ce temps-là. Alors ça on dit bien à la réunion des parents, si vraiment vous voyez que c'est trop long, trop tendu, vous écrivez un mot sur la fiche. On n'a fait que l'exercice 1, même pour certains enfants on biffe les exercices parce qu'ils sont redondants. On n'a fait que l'exercice 1 parce qu'au bout de 20 minutes il n'avait toujours pas fini, voilà. Ça on laisse cette liberté, il n'y a pas de souci. En fait les devoirs c'est juste un petit plus pour prolonger à la maison. Mais Puis après, il y a vraiment la réalité aussi de certaines familles qui finalement, certains enfants qui sont, qui par les contraintes familiales doivent passer depuis 7h du matin dans une structure d'accueil, après ils sont à l'école, ensuite ils sont dans la structure d'accueil à midi, ensuite ils sont à l'école, puis ensuite ils sont encore dans la structure d'accueil, puis ils sont avec leurs parents à 20h. Donc à 20h, les parents, ils ont peut-être, ils ont certainement d'ailleurs d'autres obligations, et puis ils ne peuvent pas. C'est pour ça que les devoirs sont donnés en avance. Ouais. Style le vendredi, on ne peut pas donner les devoirs le jour d'avant, en fait, on est obligé d'avoir plusieurs jours d'avance. Puis en général, dans les 3 à 6 P, les devoirs sont donnés quand même groupés le jeudi ou le vendredi, il me semble. À vérifier, ça dépend des établissements, je ne sais pas, toi pour tes enfants. C'est donné en avance. C'est vendredi. Ouais, c'est aussi donné le vendredi. Chacun s'organise comme. Puis on ne doit pas donner de devoir pour le lundi. Non, il n'y a pas de devoir pour le lundi, tout à fait. Et pas de test, sauf erreur. Oui, exactement. Lundi, oui, exactement. Non, c'est respecté. Ok, merci beaucoup pour cette discussion. Pour conclure, est-ce que vous pourriez sortir de tout ce qui a été dit, si nos auditrices, auditeurs devaient retenir une seule idée, ce serait quoi? On a dit tellement de choses. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Mais moi, j'aurais plutôt envie de dire la complémentarité. Ça veut dire de rester le parent, et dans une complémentarité par rapport à l'enseignant. Et puis de rester dans le plaisir d'apprendre avec son enfant. Moi, je dirais que les parents fassent confiance aux enseignants, aux enseignantes, qui transmettent cette confiance à leur enfant aussi. J'avais parlé un peu de la pression, du stress, voilà, que vraiment ils disent on fait confiance, ça va aller. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont un vécu eux-mêmes de leur école à eux très compliqué, et essayer de faire la part des choses, c'est pas mon enfant, c'est pas moi par rapport à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes à l'école, vraiment essayer de faire la part des choses. C'est ce que tu disais aussi, Caroline, de discuter, d'échanger, s'il y a un truc qu'on comprend pas, d'aller vers l'enseignant. Mon enfant m'a raconté ça en rentrant à la maison, est-ce que c'est vrai? Pas croire l'enfant sur parole. L'enfant dit sûrement la vérité, mais juste un peu vérifier et écouter un peu le contexte pour savoir ce qui s'est passé, voilà, dans cette idée de confiance, de complémentarité, de travail. Et moi, je rajouterais aussi de beaucoup discuter avec son enfant, de beaucoup lui parler, de beaucoup échanger sur plein de sujets différents. Merci beaucoup. De mon côté, je vais rajouter peut-être faire confiance à l'enfant, et que les difficultés qu'on vit autour de l'école souvent sont pas éternelles, et souvent quelque chose qui marche pas, ensuite ça marche quand même. Donc voilà, il faut pas tout de suite avoir peur de quelque chose, pas tout de suite penser que ça va s'installer et puis ça va tout gâcher. Voilà, donc merci beaucoup. Mais je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Parce que moi, je pense aussi que c'est vraiment de se dire que finalement, l'école ne va pas définir l'enfant. Et puis souvent, un enfant qui a des problèmes scolaires, il a l'impression qu'il n'est pas intelligent, qu'il va... Il y a encore cette espèce d'idée, travaille bien à l'école, tu trouveras un bon travail. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ces idées-là préconçues, parce que il n'y a pas vraiment de corrélation entre la réussite scolaire et la réussite professionnelle. Et puis il y a plein de chemins, il y a plein de ponts, il y a plein de possibilités. Et puis on n'est pas tous faits pour les études. Et puis c'est pas... Voilà, l'école, elle montre quand même clairement des fois ça.
Et il y a plein de formes d'intelligence. Et je pense que chaque enfant doit pouvoir se sentir bien et se dire qu'il a des possibilités, même si à l'école, il ne fait pas de bonnes notes. Je suis d'accord avec toi, entièrement. Autant de parler à ses enfants de cette idée. Ouais, Parce que vous avez dit de discuter avec les enfants. Ok, on va finir là et on vous souhaite une très belle année scolaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.